Alors, si vous venez de nous rejoindre, amis auditeurs, vous suivez le Grand Oral sur Rewmi FM et c'est l'ancienne ministre et présidente de l'ONG Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire FEMIDEC, Madame Ngoné Ndoye, qui est notre invitée. Nous changeons de registre pour parler justement des Sénégalais de l'extérieur qui rentrent en masse. L'on dit même que cette année, on risque de battre les records de rapatriement. Beaucoup sont rentrés des États-Unis, de la Libye. Vous, en tant qu'ancien ministre de tutelle de ceux-là, qu'est-ce que cette situation vous fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez encore du tollé qu'il y a eu sur la toile quand j'avais incité les Sénégalais à rentrer chez eux. J'étais en ce moment-là ministre des Sénégal de l'extérieur. J'avais dit que l'Europe était non seulement finie, mais qu'elle ne voulait plus, et ça c'est très important, elle ne voulait plus nous voir. Et j'avais incité les Sénégalais à rentrer. On m'a bombardé sur la toile. Oui, vous êtes incapables, vous ne savez pas comment on vit, nos difficultés, nos familles. On m'a raconté toutes sortes d'injures. Mais aujourd'hui, ceux qui ne veulent même pas rentrer sont retournés de force. Ceux qui ne veulent pas retourner de force, ils sont jetés dans la Méditerranée. Et ceux qui restent quand même, tous les jours, dans les visages des autres, ils voient qu'on les injurie. Quand on parle de ça, on ne parle pas de ces grands fonctionnaires qui sont à Genève, dans les Nations Unies, qui ont une bonne planque. Parce que quand vous avez des diplômes et tout, comme disait Fatou Dione, à qui je rends un grand hommage, quand on a une bonne cervelle, mais ils ne vous parlent pas, ils vous gardent, parce qu'ils veulent que vous travaillez pour eux. Mais je parle de tous mes enfants-là, qui n'ont pas ces diplômes, qui n'ont pas cette formation, mais qui ont le droit à la vie, qui ont le droit de travailler. C'est pour eux que je parlais. Et quand je disais dans les négociations qu'il fallait, et je l'ai dit tantôt, plutôt que de parler Frontex, j'ai participé à une réunion, j'étais présente, parce que c'est le ministère étranger qui doit parler dans ces conditions-là. Et ça pose les problèmes des institutions au Sénégal. Le Sénégal de l'extérieur est quelqu'un qui est très, très, très important. Et il faut que nous revenions au ministère des Sénégal de l'extérieur avec pouvoir de discussion, c'est-à-dire un ministère plein. Et non une direction, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça ne suffit pas. Parce que c'est deux mondes différents. La diplomatie, elle est feutrée. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas, on ne la voit même pas. On ne la sent pas. Les intérêts, les amitiés, les relations. Pas seulement, c'est-à-dire la diplomatie, c'est tout autre chose. On gère même des situations. Est-ce que vous saviez qu'en 1964, l'année de ma naissance, le Sénégal et le Maroc ont signé un acte qui dit que tout Sénégalais qui va au Maroc a les mêmes droits que les Marocains. Que tout Marocain qui vient à Dakar a les mêmes droits que les Sénégalais. C'est pourquoi vous voyez toutes les boutiques de Marocains ici. Les Sénégalais ont des boutiques. Et pourtant, on entend toujours sur la toile des Sénégalais faire des réchiner, avoir des difficultés de vie là-bas. Donc la diplomatie, c'est ça. C'est accompagner, appuyer ces situations-là. C'est aussi pouvoir revisiter les commissions mixtes et s'assurer de leur existence et en parler pour ne pas créer de difficultés. Parce qu'on ne peut pas, dans le pays de Cheikh Ahmed Tidiane, aujourd'hui venir que les Sénégalais ont des difficultés. Ça crée des problèmes. C'est pourquoi la diplomatie, on ne la met pas dans la rue. Par contre, les Sénégalais de l'extérieur, aujourd'hui, la migration est un phénomène international. Nous avons subi et nous continuons de subir toute cette arrivée de jeunes migrants syriens, puisque eux ne sont pas colorés comme nous. C'est sur nous que les gens déversent leur bile, si je dois parler comme ça. Ils vont dire, nous sommes envahis, ils savent que ce n'est pas nous, fondamentalement, mais ils vont dire que c'est nous, parce que c'est nous qu'on distingue, qu'on voit, c'est nous qui sommes un peu pointés du doigt. Et ces questions de racisme, maintenant, elles sont là. Et l'envahissement de l'Occident, qui n'est qu'une faute de l'Occident, parce qu'ils se sont ingérés dans les affaires internes des pays comme la Libye, d'autres pays comme je ne sais pas où, pour simplement dire oui, nous avons des organisations, nous devons chercher ici la paix, chercher ici... Ils ont déstabilisé ces pays, entre autres. Oui, c'est parce que quand ils venaient, ils ne cherchaient pas à déstabiliser. Ils sont venus pour dire, entre guillemets, qu'ils venaient chercher de l'ordre, mettre de l'ordre. Ce n'était pas leur droit, simplement. Et donc, ils sont venus déstabiliser un ordre culturel. Ils ne savaient pas que Kadhafi était le seul, à lui seul, 10 000 Frontex. Ils l'auraient su qu'ils ne l'auraient pas tué. Mais aujourd'hui, c'est trop tard pour revenir sur ça. Donc, ils ont inversé les dispositions culturelles de certains pays. Alors, si maintenant nos Sénégalais commencent à venir, de gré ou de force, encore je reviens à mon ministère,
j'avais écrit, quand je demandais un secrétaire général pour le ministère, j'avais rajouté aussi une direction des rapatriés et des réfugiés. C'est sensible le rapatriement. C'est sensible être réfugié. Non seulement avant d'arriver au suivi, socialement, quelqu'un qui va travailler et qu'un jour on le renvoie dans un bateau, dans un avion, et on remercie l'OIM en passant, nous remercions l'OIM, on le renvoie du coup juste avec son sac à dos, parfois avec les mains nues, il arrive dans une famille sénégalaise, vous voyez ce que ça fait? C'est douloureux, psychologiquement. Mais quelqu'un qui quitte une Libye où on a égorgé des personnes que vous avez vues, traumatisées par la guerre, en Côte d'Ivoire, traumatisées par la guerre, on vous ramène un jour, vous êtes dans un salon, parce que dans vos foyers, vous n'avez plus de maison, vous n'avez plus de chambre, et on vous met dans le salon, pour 15 jours ça va aller, mais à partir du 16e jour, vous commencez à déranger. Vos enfants commencent à casser tout. On commence à dire vraiment, il faut chercher un endroit. Et ces personnes-là, on doit les accompagner. Ce n'est pas seulement arriver à l'aéroport. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et pour cela, on avait demandé une direction des réfugiés et des rapatriés. Nous n'avons pas eu le temps de dérouler lorsque nous étions ministres du Sénégal de l'extérieur. Vous avez laissé ces programmes-là au niveau de votre ministère en quittant. Ils n'étaient même pas encore acceptés. Vous savez, nous avons fait juste 6 mois. C'était fabuleux, 6-7 mois, c'était fabuleux. Mais ça ne suffisait pas pour prendre des actes. Et en ce moment-là, c'était en période préélectorale, comme je disais tantôt. En période d'élection, Non, ce sont les Sénégalais qui n'ont la tête qu'à quitter. Quitter. Quand les gens vous regardent à la télé, ils zappent. Parce qu'ils ne veulent plus vous écouter. Et aujourd'hui, quand nous revenons sur certaines choses, il y a des journalistes qui me disent, mais ça, vous ne l'avez pas dit. Je dis, mais si. Nous avons dit beaucoup de choses, mais les gens ne nous écoutaient plus. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une arnaque que l'Europe nous fait. De dire il faut tous les 5 ans aller aux élections, pour moi c'est de l'arnaque. Il faut donner à l'Afrique le temps. Comme la Chine a donné le temps à Mao, ils se sont enfermés pendant 10 ans. Quand ils ont ouvert leurs frontières, ils ont dominé le monde. C'est ça mon appel. Mon appel, c'est que les Africains, les Sénégalais surtout, mais les Africains en général, mais de l'Ouest, c'est mon cocon, c'est ma vie, il faut que les gens s'enferment et qu'ils travaillent. Qu'ils travaillent pour les intérêts des pays, pour les intérêts de nos nations, pour l'intérêt de l'homme noir. Je ne veux pas être quelqu'un qui ramène la négritude ou qui ramène... Parce que c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que nous sommes noirs et que nous voulons travailler. Donc, il faut qu'on pose ces problèmes comme ça. Mais si nous n'acceptons pas de le faire, qu'à chaque... il faut aller aux élections, nous allons tourner autour de nous. Et donc, pour ces Sénégalais-là, je leur souhaite la bienvenue dans le pays. Je demande aux familles de les respecter, de les aimer, de les accompagner. Ils vivent quelque chose de douloureux. Et je prône, et j'appuie, et j'accompagne, grâce à FEMIDEC, les jeunes qui veulent travailler. Nous leur donnons des idées sûres. D'accord. On en viendra à votre ONG, mais justement, votre appréciation par rapport à la politique migratoire actuelle du Sénégal. J'ai été invitée récemment par M. Lamfia Diané à participer, parce que c'est la direction de la planification au niveau national qui a en charge la préparation de la politique migratoire pour le Sénégal. Là, ils sont en phase opérationnelle, mais je suis venue quand même prendre en cours cette activité-là. Il m'a dit, vous avez raison madame, les femmes et les enfants ne sont pas fondamentalement pris en compte depuis le début du travail, parce que c'est une frange qui subit la migration. Et donc, ils nous ont invités dans leurs travaux. Nous allons régulièrement en atelier, nous faisons aussi des propositions et nous sommes sur une phase opérationnelle. Donc, je félicite l'État pour cela. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et j'espère que les personnes, quelles qu'elles puissent être, les directions, parce qu'il y a toujours, oui, ça devait être la direction du Sénégal de l'extérieur, ça devait être le ministère, ça devait être les finances, ça devait être... Mais je pense que planification de la politique au Sénégal, c'est quand même la planification qui doit tout planifier. Et maintenant, après, chaque ministère sectoriel, s'il est impliqué, pourra continuer à l'opérationnaliser. Alors, nous poursuivons ce grand oral en trouvant bien sûr la transition avec FEMIDEC, Femmes, Enfants, Migration et Développement Communautaire, une ONG que vous présidez. Alors, nous démarrons par les Sénégalais de l'extérieur. On voit que vous vous intéressez beaucoup au recensement des Sénégalais, qui vous a aussi beaucoup intéressé quand vous étiez aux affaires. Tout à fait. Moi, je milite beaucoup pour cette cause. J'ai déjà fait beaucoup de courriers pour avoir les moyens de faire ce recensement. D'autant que notre recensement, il se passe sur le territoire. En tout cas, le type de recensement que nous proposons, il se passe sur le territoire national. C'est pour ne manquer personne. Ne manquer ni les vivants, ni les morts, ni les gens qui sont dans les geôles, ni ceux qui ne sont déclarés
Mais si vous partez des familles au Sénégal, que vous demandez à chaque famille où sont les membres de votre famille, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, depuis combien de temps vous ne les avez pas entendus, dans quelle ville ils sont, etc. Vous pourrez, avec les consulats de l'autre côté, pouvoir vérifier donc la véracité de ce qu'ils ont dit et vous aurez un recensement précis, sans vous déplacer à l'extérieur. Avez-vous les moyens de faire ce travail? J'ai commencé mon propos en disant, nous avons écrit aux institutions qui accompagnent, que sont l'OIM, l'État du Sénégal. Nous avons fait un courrier. Oui, il faut écrire à l'État qui va imputer le dossier, parce qu'on n'écrit pas à la base, on écrit au sommet. Donc, nous avons écrit à l'État du Sénégal, nous avons écrit à l'OIM et à tous les organismes et associations. Avez-vous des réponses favorables pour le moment? Nous avons informé par contre, vraiment avec un courrier cossu, le directeur général du Sénégal de l'extérieur, mon ami et petit frère Sori Kaba, avec qui nous avons traversé des périodes fructueuses et vraiment assez utiles pour le Sénégal. Alors, après ce travail fait, on espère que vous aurez gain favorable, réponse favorable, oui, à votre requête. Maintenant, après ce recensement-là, qu'est-ce que vous comptez faire avec ces résultats? Quels sont vos objectifs, disons? C'est d'abord une base. Vous savez, la statistique est la base de toute économie et de tout plan de travail. Dès lors qu'on sait qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font, déjà vous savez vers qui vous devez vous retourner. Parce que moi, ce qui m'importe, ce sont les femmes et les enfants, les jeunes en général. Et nous avons commencé, parce que nous n'attendons pas le recensement, nous avons déjà commencé à donner des emplois aux jeunes qui pourraient partir pour les garder sur le territoire national. Et nous avons démarré ce travail-là. Dès lors que nous savons combien sont dans les geôles, on aura déjà ce travail d'aller chercher ces jeunes-là. Il nous faudra aussi avoir les personnes disparues et perdues de vue. Il y en a qui ne sont pas dans les prisons, qui travaillent, mais qui ne veulent plus parler à leurs parents pour des problèmes qui existent de donne-moi, sans savoir dans quoi je suis, des questions d'affection. Et ça aussi, nous réconcilions des familles. Et nous n'attendons pas le recensement. J'aurais pu donner des noms. Vous avez déjà commencé? J'aurais pu donner des noms. Mais cela ne se fait pas. Nous avons déjà commencé depuis longtemps à réconcilier. Moi, une maman est venue me voir pour me dire, je n'entends plus mon fils. Où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il vivait? Il me l'a dit. Nous avons, par nos relations de l'autre côté, sans nous déplacer, mené des enquêtes et des recherches jusqu'à ce que les membres de l'association me disent c'était en Italie et que cette personne est là. Et j'ai profité d'une mission pour aller rencontrer cette personne qui m'a raconté la réalité et je suis rentrée avec elle. Je suis venue présenter la personne à sa mère et tout. Et puis les relations ont continué, il est reparti. J'ai été aussi dans une famille à Touba parce que j'ai rencontré un jeune Sénégalais en Afrique du Sud. Il m'a dit, je suis l'aîné de la famille. J'ai 5 sœurs. Nous sommes 6. Mon père est mort depuis 4 ans, je ne peux pas y aller. Parce que si je sors, je n'ai pas les papiers pour revenir. C'est moi qui suis allée là-bas. J'ai été là-bas, j'ai remis le contact, parce qu'il n'osait pas appeler. Il avait peur d'appeler. Donc, vous pourrez prendre mal. Oui. Voilà pourquoi il n'est pas venu. J'ai parlé à la famille, j'ai parlé aux sœurs, j'ai mis la connexion. Ils se sont vus, ils se sont parlé. Et après, maintenant, le courant passe. Ils savent pourquoi il ne peut pas venir. Et ses parents l'acceptent. Donc, nous travaillons. Nous travaillons doucement. Côté social surtout. Oui, alors... Ça, c'est du social. C'est aussi de l'économie. Quand on permet à quelqu'un qui doit travailler d'avoir la tête à travailler, c'est aussi de l'économie. Ce n'est pas seulement du social. Alors, la réintégration et la réinsertion des migrants de retour aussi vous intéressent. Avez-vous justement un plan de retour effectif pour ces derniers? Ah oui, ça c'est notre programme phare. Je vous ai dit, quand je disais à un jeune Sénégalais qu'il était important que ce que vous avez vu en Europe, vous le dupliquiez chez nous. Parce que ceux qui sont là-bas vivent dans le développement. Nous, nous aspirons au développement. C'est simple, parce qu'en Europe, il y a beaucoup d'entreprises personnelles. Il faut vous regarder ce dans quoi vous pouvez travailler et vous venez de le dupliquer. Il y a une association de 4 jeunes qui viennent faire la conciergerie. Je ne vais pas dire leur travail parce que je vais leur permettre de ne plus avoir ce travail-là. Mais ils sont en train de faire la conciergerie et l'association des femmes que je dirige sont en train même de leur fournir des produits dont ils ont besoin. Il y a aussi ceux qui sont dans comment on appelle ça? La lingerie? Non, ce n'est pas de la lingerie. Oh là là, la blanchisserie. Est-ce que c'est même de la blanchisserie? En tout cas, pour aller laver, je ne sais pas, on appelle ça un lavage en Europe. Donc, ils sont en train d'ouvrir justement ça, des blanchisseries un peu partout pour pouvoir proposer leurs services. Mais il y en a aussi qui font dans l'aviculture. Dans l'aviculture, pas simplement parce que tout le monde sait que les jeunes Sénégalais sont déjà dans l'aviculture,
Mais là-bas, on commence depuis les œufs pour finir dans le produit prêt à manger. Et vous allez voir bientôt des jeunes qui vont proposer des produits prêts à manger qu'on a déjà fait, que vous allez réchauffer et manger. Ils nous viennent d'Italie aussi, particulièrement de Forlì, et je fais un coucou à Gnodi et à tout le groupe. Ils sont en train déjà de démarrer cette activité-là. Donc nous leur montrons des plans effectifs, clairs, où ils peuvent s'en sortir et ils sont en train de le faire. Et pour aussi épauler ceux qui sont là et qui n'ont pas de travail. Vous faites aussi beaucoup dans l'information sur le risque de l'immigration clandestine. Comment vous vous y prenez? La communication, l'alerte. Nous travaillons beaucoup avec les familles d'origine, ici. Nous parlons beaucoup avec les familles d'origine. Vous savez, les Sénégalais de l'extérieur sont très branchés famille. Ils sont branchés famille. Et donc, quand vous parlez aux familles, dans les conférences, nous organisons des conférences uniquement pour prendre la parole autour de ces conférences-là. Nous allons dans les foyers. Vous n'êtes pas sur Facebook, sinon vous m'auriez vu faire les maisons. J'y suis, je vais vous chercher. Je vais dans les maisons, partout nous allons et nous discutons avec des gens. Au début, quand on dit que c'est moi qui viens, vous voyez, ce sont les femmes qui viennent. Et les jeunes gens, les garçons, ils se mettent dans les fenêtres pour regarder, pour un peu écouter. Mais quand ils m'entendent parler, ils font le tour et ils viennent s'asseoir. Et donc au début, c'est des mamans qui sont autour dans les fauteuils et les chaises, sur les fauteuils et les chaises, mais à la fin, vous voyez beaucoup de jeunes gens par terre qui viennent suivre, qui viennent écouter. Je leur parle. Je ne peux pas faire ça toute seule. Le Sénégal est vaste, mais nous avons des relais. Nous sommes partout. Nous avons des relais que nous ne pouvons pas former, mais avec qui nous allons 1 semaine, 2 semaines, et ils rentrent dans leur village. Ils discutent et ils parlent. Nous sommes représentés à Louga, très bien représentés. Nous sommes représentés à Saint-Louis. Nous sommes représentés en Casamance, où nous avons même donné des motopompes pour que les gens ne quittent pas leur terroir. Nous sommes en train d'installer en Casamance quelque chose pour récupérer les fruits sur place. Parce que pour l'anacarde, c'est la noix, mais nous allons vers le fruit. Le fruit qu'on jette, où on en fait un vin. Nous sommes en train de le récupérer pour en faire autre chose. Donc, nous sommes en train de nous déployer tranquillement, doucement, mais sûrement. Alors, outre les migrants, vous vous intéressez aussi aux femmes et aux enfants. Surtout. Que faites-vous concrètement pour cette couche très vulnérable? Alors, les femmes sont ingénieuses. Ces frêles personnes, douces, menues, faibles, portent sur leurs épaules l'avenir et l'espoir du Sénégal. Elles sont mamans, elles sont épouses, elles sont seules. Elles portent les enfants dans tous leurs besoins. Elles portent les époux avec toutes leurs difficultés. Mais elles ne sont portées ni accompagnées par personne. On ne les écoute pas, on ne leur parle pas et on a toujours besoin d'elles. Alors moi, je duplique ce que ma mère me disait. Elle disait « Liggéeyu jigéen wanagam ». La femme, son meilleur travail, elle le fait dans sa maison. Et quand je lui demande pourquoi, elle me dit parce que le jour où toutes les femmes seront dehors, toutes, on n'aura plus d'éducation dans ce pays. Vous et moi le remarquons. Et donc, nous aidons les femmes à travailler dans leur foyer. Ma fille, avant, lorsque les femmes étaient en état de grossesse, elles allaient chez la voisine, je peux citer ma mère, pour faire des brassières en laine. Elles allaient chez une autre voisine, je peux citer Tanmam Awandoy, qui est vivante elle, et à qui je demande une longue vie, je prie pour une longue vie, pour faire des brassières en coton, popeline avec dentelle, etc. Cet argent-là qu'on donnait à ces femmes restait dans la communauté et permettait à des familles de vivre et la valise du bébé coûtait moins cher. Nous sommes en train de redemander aux femmes de faire revenir ça, plutôt que d'amener 100 000 francs jusqu'à 200 000 dans la boutique du Chinois pour s'acheter des produits. Ça, c'est la première étape. Donc, nous avons des filles tricoteuses, crocheteuses qui font des brassières, qui font des langes, qui font aussi des bonnets et des chaussettes que nous achetons. Nous, en tant qu'association, nous achetons et que nous mettons dans la boutique du coin pour revendre ces produits-là. Et aussi celles qui font des brassières en coton. Sur le second âge, c'est entre 2 ans pour la petite fille jusqu'à 12 ans. Nous avons 4 millions de personnes. Nous sommes dans le mois de Ramadan. J'espère que Dieu va accepter notre jeûne et qu'il va nous pardonner. Mais d'ici quelques 10 jours, vous allez voir le marché envahi par des robes qui nous viennent de l'Asie. Ce sera 4 millions de robes. Parce que ces petites filles-là,
avec les petits gars, c'est 4 millions de personnes. Et nous sommes en train de donner des machines. Former non seulement les mamans, mais leur donner des machines pour faire des robes toutes faites. Des robes toutes faites, au moins, en faire 1 million, prochainement 2, prochainement 3, prochainement 4. Pour avoir ce marché-là, qui nous venait normalement de l'extérieur, mais qui va permettre aux femmes de gagner leur pain dans leur maison. Et donc l'association aussi va demander à une femme, comme vous, comme moi, de faire 1000 robes de 8 ans. À une autre association, 1000 robes de 4 ans, que nous achetons et que nous allons proposer à ceux qui font ces robes. Et nous allons petit à petit remplacer les robes du Sénégal par celles qui nous viennent de l'extérieur. Parce que si seulement ces robes subsistaient, non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas le dire. Si ces robes-là, elles survivaient au lendemain de la Korité, ce serait bien. Mais c'est le jour même de la Korité, en rentrant des étrennes, que ces robes sont soit déchirées, soit elles auront perdu un nœud, soit elles auront perdu une languette. Donc, elles sont complètement détruites le jour même de la fête. Et mieux, les chaussures qu'elles vont mettre aussi, même si elles sont à 1500 ou 2000, elles vont les perdre ce même jour. Pour moi, c'est un paquet d'argent qu'on envoie en Asie, c'est tout. Et donc, nous sommes en train de le remplacer. Et nous demandons aux cordonniers aussi de se préparer à mettre les chaussures qui vont avec. C'est des emplois que nous créons. Nous créons aussi des emplois au niveau de ces jeunes gens qui, entre 14 et 30 ans, mettent une chemise et un pantalon tous les matins. Qui pour aller travailler, qui pour aller à l'école, qui pour aller dans son atelier, mais chacun met un pantalon. Et nous avons des tailleurs complets. Mais personne n'achète chez nous. C'est donc 9 millions de produits. 9 millions de produits sur l'année pour un jeune garçon. Je veux dire, le garçon, il a au moins 3 pantalons et 6 chemises, au moins, sur l'année. C'est combien donc d'articles que ces gens-là, ces jeunes gens, ces jeunes tailleurs, auraient pu confectionner pour le Sénégal. Donc, création d'emplois, ils ne vont pas aller dans la mer. Un caméraman est venu ici, il m'a dit, moi, je ne suis pas caméraman normalement, je suis tailleur, mais je n'ai rien à faire. Et je lui ai offert une machine quand ils sont venus ici. Je lui ai offert une machine parce que moi, je demande pour donner. Je suis une association, je ne fais pas de bénéfices. Mais j'impulse une dynamique. J'aide et j'appuie les gens à avoir un emploi. Et j'incite les Sénégalais à consommer ce que ces gens-là font. Ils font exactement les mêmes pantalons, exactement les mêmes chemises. Moi, mon papa était tailleur complet. C'est lui qui fournissait la Sonadis en son temps, les produits qu'on appelait produits Citec. C'est lui qui les produisait. Donc, c'est pourquoi je sais combien c'est important. Mais pour réussir ce pari aussi, l'État doit mettre la main à la pâte. Toute seule, oui. Devrait, j'ai informé. Mais tant que je n'ai pas de réponse, je ne m'arrête pas. Je vais vers les ambassades, j'en parle. Parfois, des gens qui voient vos cassettes ou votre interview m'appellent pour me dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Moi, tout ce que je demande, c'est des machines. Quand on me donne une machine, j'envoie tout de suite à quelqu'un. Et ce jeune commence à se battre, il reste sur place. Et petit à petit, il va s'agrandir. Il pourra... Mais s'ils produisent et que ce n'est pas consommé aussi, le problème reste entier. C'est pourquoi il y a besoin... Ne m'amenez pas dans les élections. Non, on va pas d'élection, oui. Parce que je vais aller vers ça si vous continuez. Donc, je préfère... Parce qu'il faut des mesures fortes. Il faut des lois. Justement, c'est là où je demandais l'implication de l'État. Il faut des lois. Ça, l'État ne va pas le faire parce que l'État, peut-être, il est global. Mais c'est le Parlement lui-même qui doit accompagner l'État. C'est là où on fait les lois. Dans le Parlement, il faut des lois fortes. Des lois restrictives pour tous ces produits qui nous envahissent. Dès lors que certains ont déjà signé les APE, d'autres l'ont déjà fait sans le dire, il faut que dans le Parlement, on puisse avoir des lois restrictives qui vont mettre, en tout cas, une discrimination positive pour les produits de chez nous. Peut-être qu'avec cette possibilité de participation des indépendants ou de tout type de Sénégalais, les choses vont changer, peut-être comme Gonendoy. Alors, en parlant des femmes, vous avez naturellement parlé de développement communautaire. Avant d'en arriver aux enfants, pour le développement communautaire, concrètement, outre ce que vous venez de dire, oui, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi d'abord? Je n'ai pas parlé de céréales, et ça, je ne peux pas ne pas en parler. Parce que l'arnaque aussi du siècle que les Européens nous ont fait, c'est de nous faire aimer le pain de blé. Le blé, il ne se cultive qu'en Europe, en Occident. Il ne se cultive pas en Afrique. Donc, tous les pays africains consomment l'agriculture de l'Europe. Et nous faisons d'eux des personnes importantes, des pays forts, au détriment de notre agriculture qui est à base de mil, de maïs, de légumes et aussi de niébé. Toutes choses qui sont complètes pour notre alimentation. Et donc, je souhaiterais, l'ISRA l'a déjà expérimenté, que nous en soyons au pain
fait avec le mil. Les beignets avec le mil. On avait commencé d'ailleurs à consommer ce pain-là. C'est pourquoi les Sénégalais, il faut leur expliquer l'incidence de la consommation du pain de blé sur notre économie et l'incidence de la consommation du pain de mil sur notre économie. Parce que si nous consommons du mil, nous permettons à celui qui habite dans les pays, dans les villes de l'intérieur, de rester chez lui. On n'aura plus d'exode rural parce que l'agriculture va être florissante. Parce que nous allons consommer ce que nous produisons. Si nous consommons les légumes de chez nous, nous allons permettre à celui qui fait de l'agriculture de rester chez lui, de ne pas émigrer. Parce qu'il part, parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, mon travail, c'est aussi d'expliquer, de faire comprendre aux gens que l'avenir, c'est simplement quand nous consommons ce que nous produisons. Et ce n'est pas seulement le riz. C'est aussi le mil, c'est le maïs, c'est le niébé. C'est aussi ne pas donner à son enfant 200 francs, 500 francs le matin pour aller à l'école, ma chère. Parce que ça fait que les enfants, ils connaissent l'argent trop tôt dans leur vie. Nos enfants achètent de la cigarette tôt. Nos enfants consomment de la drogue parce qu'ils ont connu l'argent dès leur bas âge. Ce qui n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que quand une femme ne peut pas avoir assez d'argent à donner tous les matins à son enfant, elle n'a qu'à se prendre un sachet de araw que nous vendons aussi. Je n'ai pas parlé de céréales. Elle n'a qu'à prendre un sachet de araw. Le matin, en prenant sa douche, si elle met le moni, c'est le fondé. Avant de sortir, le fondé est prêt. Alors, elle peut servir une tasse de fondé à chaque enfant qui lui dit « Maman, je vais au travail ». Et ça permettra aux intestins de se réveiller. Ça, c'est du Wolof traduit. Ça permettra aux intestins de se réveiller et l'enfant aura vraiment bien mangé, sera bien rassasié. Si vous avez un biscuit, vous lui donnez. Mais maintenant, on donne à un enfant de l'argent. Dès qu'il sort, quelqu'un peut le battre et prendre l'argent. Les enfants sont en train de demander crédit à la mamie qui vend à l'école. Les enfants sont en train de fuir quelqu'un de plus fort. Ils sont en train de récupérer de l'argent qu'un dealer de drogue peut voir et mettre la drogue à l'école. Ce sont des incidences. Maintenant, je ne voulais pas entrer dans le développement communautaire sans en parler. Oui. Le développement communautaire, c'est préparer le terroir d'origine au retour. Lorsque quelqu'un est parti, il doit rentrer. Oui. S'il n'a pas les pieds devant, c'est sûr qu'il veut rentrer pour vivre dans sa localité. Il faut dès lors réconcilier les Sénégalais de l'extérieur avec leur localité d'origine. Parce que quand ils partent, ils sont fâchés. Parce qu'ils vont chercher quelque chose qu'ils n'ont pas eu chez eux. Donc, il faut à les impliquer dans le travail à la base. Il faut qu'ils participent en suivant les conseils municipaux depuis sur Internet et pouvoir dire quelque chose. Dire quelque chose, pas en direct dans le conseil, ils n'ont pas le droit, mais par écrit ou par réaction sur le net, à le dire au maire. Et donc, quand le maire propose ou le conseil municipal propose quelque chose d'important et dont la mairie n'a pas la force, ceux-là peuvent cotiser 1 euro par mois pour participer à cela. Et en développant l'économie du terroir, pour ce qui me concerne, à Rufisque par exemple, nous avons ce qu'on appelle l'Indeng, qui produit les meilleurs légumes de la sous-région Afrique de l'Ouest. Je ne dis pas du Sénégal, Afrique de l'Ouest. Jusqu'en Mauritanie, on privilégie, jusqu'à Bamako, les légumes de l'Indeng. Et à l'Indeng aujourd'hui, c'est toutes les difficultés du monde parce que l'eau est chère, parce que les terres Sococim a pris une partie, d'autres veulent en faire des maisons, parce que l'agriculture, le maraîchage ne marche pas. Si les Sénégalais de l'extérieur étaient au courant, ils auraient pu aider à forer un puits qui permettrait à toutes ces personnes de continuer le travail, mais aussi de développer une économie de notre terroir. Pour le gombo, c'est pareil, et j'encourage Khadija Ndoye, qui travaille avec les Thierno Ndoye. Maintenant, ils envoient des conteneurs. Et pour les haricots verts, nous avions signé en son temps, en tant qu'association de femmes, avec l'Euro-African Partnership, et je salue M. Tchekiti en passant, toutes les femmes qui étaient mères en Europe, c'était lié avec les femmes en Afrique de l'Ouest, pour valoriser nos produits durant les périodes où eux ne peuvent pas cultiver. Bien sûr, il y a la culture sous serre, mais ils avaient privilégié de prendre nos légumes. Et ça, je l'avais démarré. Mais vous savez, la politique au Sénégal, quand quelqu'un vient, il change. D'accord. Alors, le temps, nous sommes rattrapés par le temps, on y va rapidement. Oui, avec les enfants, en prenant comme prétexte le viol du bébé de Thiès, qu'est-ce que vous faites ou avez déjà fait concrètement pour cette couche aussi très vulnérable? D'abord, respecter les parents de cet enfant, avoir mal pour lui, l'enfant, et avoir mal pour sa famille, avoir honte
pour le Sénégal, avoir honte pour l'humanité, parce que ça, je pense que si on va sur le record Guinness, il n'y a pas quelqu'un qui a fait pire. Violer un enfant de cet âge, sincèrement, je ne sais pas ce qu'on cherchait là-dedans, et donc vraiment, c'est très douloureux. Sauf que nous, dans notre politique, en parlant d'enfants, ce n'est pas spécifiquement cela. Ça, c'est un travail peut-être de grave, et je salue mon frère Adama Sow en passant, et d'autres associations, parce que l'enfant, c'est vaste. Nous, ce que nous souhaitons, c'est avoir une maison des enfants faite par les enfants. Et donc, ce n'est ni pour demain, ni pour après-demain. Mais nous avons toute notre vie et celle des enfants à venir pour construire cette maison. Le prétexte, c'est qu'il faut apprendre aux enfants la solidarité. Ce qu'on a perdu dans les foyers. Vous savez, quand je parlais tout à l'heure de donner de l'argent à son enfant pour aller à l'école, maintenant, le soir, les mamans, elles donnent de l'argent. Je ne parle pas des maisons UP, ici de Dakar. Moi, je parle de mon bled, de ma vie, de là où j'habite. Rufisque n'est pas une banlieue. En tout cas, c'est une ville difficile. Ça aussi, c'est une question d'histoire. Donc, de là où j'habite, maintenant, les gens, le matin, donnent de l'argent, le soir, donnent de l'argent. Et cet argent qu'on donne le soir fait qu'il n'y a plus de solidarité. Vous entrez dans une maison. Chacun pour soi. Oui, chacun se débrouille pour moi. Et j'ai vu un grand frère manger un sandwich. Son petit frère vient lui dire, Maïma, il va voir ma mère. Ça m'a choquée. On n'a plus de solidarité. On ne s'apprécie plus. Avant, on se mettait autour du bol. On était tous ensemble. On se regardait, les yeux dans les yeux. On s'aimait, on s'appréciait. Mais maintenant, même les parents n'apprécient les enfants que par l'argent qu'ils amènent. Si le petit frère a plus d'argent, il est plus respecté que le grand frère. Et ça, il faut le changer. Nous sommes des Africains. C'est pourquoi j'aime ma culture. Quand je dis la culture africaine, on me dit oui, on est dans un monde de mondialisation. Il faut... Non, ce n'est pas de ça que je parle. C'est des valeurs fondamentales africaines. Et donc, pour cela, je voudrais que la solidarité revienne. Il y a des gosses de riches. Ils n'ont pas demandé à l'être. Ils sont nés comme ça. On leur donne, sur l'année, quelque chose qui leur permet d'avoir leur goûter, etc. Et nous demandons un petit quelque chose. De ça, là, pour construire brique par brique une maison où abriter des jeunes qui sont dans la rue, qui ne sont pas des talibés. Je suis une Dayoudara. Dans mon dara, il y a 618 talibés qui ne voient l'extérieur que pour aller chez leurs parents, parce qu'ils sont logés dans un bâtiment de 4 étages. Je ne parle pas de ceux-là qui peuvent garder leurs talibés. Je parle de ceux, des enfants qui sont dans la rue, qu'on puisse les y mettre et permettre aux autres enfants tous les ans de venir en vacances et de partager avec cette frange de la population qui n'ont pas la même chance que leur vécu quotidien. Et donc ça, c'est pas pour demain. J'en ai parlé au CAEDAS, qui est très contente de l'idée et qui me demande un peu de leur donner des documents pour qu'on aille vers ça. Mais ce que nous préférons, c'est que les enfants de riches cotisent eux-mêmes. Qui construit un mur, on va mettre ça, c'est l'enfant de Fathiam qui a pu construire. Si quelqu'un met un carreau, on met son nom. Si quelqu'un met une brique, on met son nom. Mais petit à petit, pour construire une maison des enfants par les enfants eux-mêmes. Et je pense que ça va être une preuve de solidarité dans le monde. Et vous êtes en contact avec les enfants pour ça? Écoutez, pas avec les enfants, mais avec leurs parents, parce que c'est les parents qui décident. Nous entrons dans certains établissements, nous leur en parlons. Nous avons aussi un carnet d'adresses, des amis qui en parlent autour d'eux, ici comme ailleurs, parce que ce n'est pas fermé. Êtes-vous aussi en contact toujours avec votre ancien mentor, Abdoulaye Wade? Le président Wade, oui. Nous nous sommes parlé. La dernière fois, c'était quand il me disait que je ne dirai jamais du mal de toi. Je voudrais que tu sois sereine par rapport à ça. Nous avons parlé. Et je souhaite qu'il ait le meilleur. Son retour pour les prochaines élections, cela vous fait quoi? Peut-être son retour pour le Sénégal. Hein. Je pense qu'il a le droit d'aller où il veut, quand il veut. Donc, vous ne voyez pas de problème. écoutez, il a l'âge d'aller à Touba pour prier. Pourquoi ne doit-il pas avoir l'âge de venir au Sénégal? Maintenant, faire la campagne ou autre chose, ça, je ne veux pas m'immiscer dans des questions qui ne me concernent pas. Merci, Madame Ngoné Ndoye. C'est la fin de ce grand oral. Je vous en prie. Je vous remercie encore de m'avoir permis de m'exprimer. Merci, c'était elle l'invitée de ce grand oral. Merci aussi à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité. Merci à Cheikh Thiam et Mamadou Diaye du côté de la caméra et des photos. Vous pouvez suivre justement cette émission en vidéo sur reumi.com. Elle sera aussi rediffusée sur Reumi FM lundi à partir de 18h. Elle sera aussi reprise par le quotidien Reumi dans sa apparition de lundi. C'était Fatou Thiam Ngom dans ce micro et c'est toujours pour moi un plaisir de vous servir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre grand oral avec un autre invité. Excellent week-end à tous.